Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de révision, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de révision, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. D'accord. Alors, comment ça allait ce matin? Ça allait mieux? Hein? C'était pas difficile? Hein? Hein? Presque pas. C'était juste la vacuité. Donc je vais survoler. Non, je voulais reprendre, pas moi, non. Peut-être reprendre ce qui a été dit. Donc, je vais me servir de mes notes. Du commentaire. Et puis j'ai un livre aussi, qui est en anglais. Désolé. Qui est un commentaire du 9e chapitre par sa sainteté. Et donc je vais piocher aussi dedans. Tiens, ça serait bien. Si tu peux me passer le texte Racine, s'il te plaît. Merci. Merci. Donc on en était, si je reprends ce qu'on a fait ce matin, en fait, il y avait aussi ce qu'on a fait hier. Voyons, où c'est que j'en suis là. Bon, je vais reprendre... Je vais reprendre à partir de ce qu'on a fait ce matin. Donc, Geshe-la a commencé à parler du karma. Et ensuite, donc, on est parti sur, à partir de la strophe 4, les yogis alors, je lis la 3 et la 4. Il y a corrélativement deux sortes d'êtres, les yogis et les êtres ordinaires. Les yogis l'emportent sur les êtres ordinaires. Les yogis se subdivisent à leur tour. Et les supérieurs l'emportent sur les inférieurs, au moyen d'exemples admis par les deux, en vue de l'objectif, il n'y a pas à analyser. Donc je lis la traduction qu'a fait Valérie, et elle a dit, si je me souviens bien, c'est un peu pour que ça soit facile à comprendre. C'est pas forcément une traduction finale, mais c'est quelque chose de pratique pour ce qu'on fait. Donc, donc on dit cela, il y a deux types d'individus, les contemplatifs et les personnes, les gens du commun. Donc là je traduis, c'est juste pour, c'est bien résumé ici, donc je vais lire un petit peu, pour résumer un peu ce qu'on a dit. Donc il y a deux types d'individus, les contemplatifs et les personnes du commun.
Et donc, il y a ceux qui s'engagent dans les investigations philosophiques et ceux qui ne le font pas. Et parmi ceux qui s'engagent dans les analyses philosophiques, les investigations philosophiques, il y en a plusieurs. Ils affirment, et donc ils nient l'identité propre des phénomènes et à différents niveaux. Et donc ceux qui sont à des niveaux supérieurs invalident et invalident ceux qui sont sur des niveaux inférieurs. Ce qui dit dans la strophe ici, les yogis l'emportent, et les yogis eux-mêmes se divisent à leur tour. Les supérieurs l'emportent sur les inférieurs. C'est-à-dire ceux qui ont une analyse de plus en plus subtile et aiguë l'emportent sur les autres, invalident les vues, disons, inférieures. Et donc, par exemple, il y a parmi les différentes écoles philosophiques, il y a les idéalistes. C'est qui qu'on appelle les idéalistes? Les Chittamatra, l'école de l'esprit seul. On les appelle aussi les idéalistes. Et donc les idéalistes, ils affirment l'existence réelle des phénomènes. Et donc au-dessus d'eux, il y a les madhyamika, les centristes, qui réfutent l'existence réelle des phénomènes. Donc, l'expérience de ceux qui ont une investigation plus avancée invalide l'expérience de ceux qui investiguent à un niveau plus simple. Et même à l'intérieur de ceux qui ont des niveaux d'investigation, d'analyse assez poussés, il y a différents niveaux. Par exemple, même parmi les madhyamika, il y a deux écoles, les svatantrika et les prasangika. Et même à l'intérieur de l'école la plus élevée, donc les prasangika, donc vous voyez une chose qui est intéressante. Bon, je ne vais pas y aller en détail parce que ça va. Je ne veux pas faire quelque chose de trop difficile. Je ne veux pas vous prendre la tête, mais aujourd'hui, en fin de journée de dimanche après-midi, le 1er mai, en plus. Donc, on verra ça peut-être plus tard, mais juste, je vous oriente le tableau numéro 5. Ces tableaux, ils sont précieux. Donc, ce tableau numéro 5, donc je vais pas, je l'ai bûché un petit peu parce que je dois dire, c'est quelque chose de complexe. Donc le 5, c'est les modes d'existence. Donc peut-être pour les... Je ne sais pas si on aura l'occasion, mais là je vais pas... En plus, vous n'avez pas le tableau, donc c'est une bonne raison pour pas le regarder en détail. Mais bon, ne vous préoccupez pas de tout ça. Écoutez plutôt. Et donc... oui, ici c'est bien ce tableau. Il résume un petit peu les différentes modes d'existence et les affirmations des différentes écoles et la différence entre l'existence de son propre côté, l'existence véritable, l'existence de par ses propres caractéristiques, l'existence intrinsèque de son propre côté, et qu'est-ce que les différentes écoles acceptent ou pas. Et donc c'est un petit peu complexe. Donc je m'y suis penchée un petit peu parce que c'est difficile. Donc j'ai bûché, mais bon, je ne vais pas vous faire ça maintenant, peut-être une autre fois, peut-être en début de week-end, peut-être la prochaine fois. Et si vous voyez quelque part, donc les prasangika sont considérés comme les conséquentialistes, l'école la plus aboutie, la vue la plus aboutie. Et donc eux, pour eux, quelque part c'est simple parce que tous ces modes d'existence, ça revient au même, et pour eux, cela n'existe pas. Donc ils n'acceptent pas l'existence véritable.
Et pour eux, existence véritable, existence intrinsèque de son propre côté, par ses propres caractéristiques, finalement, ça veut dire la même chose. Donc, on arrive à ce niveau-là, ouf, quelque part, c'est plus simple. Mais ça ne veut pas dire que c'est simple à réaliser, parce que c'est très poussé au niveau de l'analyse pour arriver justement à découvrir qu'est-ce qu'on nie, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on élimine dans l'existence. Donc, on voit que tous les autres, en fait, les Chittamatra et les autres, en fait, ils acceptent une existence de leur propre côté des phénomènes. Qu'est-ce que ça veut dire, une existence de leur propre côté? Ça veut dire qu'on doit pouvoir les trouver. Il y a quelque chose auquel le nom se réfère, et donc, si on cherche l'objet qui est désigné par le nom, on doit pouvoir trouver l'objet, sinon il ne va pas exister. Donc ça, c'est réfuté par les Prasangika, et ça même au niveau des Svatantrika. Les Svatantrika qui sont aussi des centristes, des Madhyamika, eux aussi, ils affirment donc l'existence de leur propre côté des phénomènes, par leurs propres caractéristiques. Donc on doit pouvoir trouver le phénomène, sinon il n'existe pas. Donc, et parmi les Prasangika eux-mêmes, c'est-à-dire l'école la plus élevée, il y a aussi différents niveaux. Différents niveaux de réalisation de la vacuité. Par exemple, quelqu'un peut réaliser la vacuité à un niveau conceptuel, et ensuite il y a des réalisations de la vacuité qui sont directes. Il y a donc des distinctions sur quel chemin on arrive. Donc, en parcourant les chemins aussi, les yogis deviennent de plus en plus, les yogis et yoginis, c'est inclus les deux, je parle toujours masculin, donc arrivent à des vues de plus en plus sophistiquées et pures, qui s'approchent de la réalisation, en fait. Et donc, ces niveaux invalident les autres, d'une certaine façon. Et donc ensuite, donc pour les Prasangika, tous les phénomènes sont dénués d'existence de leur propre côté, d'existence véritable. Et donc comment arriver quelque part à discuter, pour discuter entre eux, en fait, pour arriver à reconnaître, lorsqu'il y a des débats, et pour que quelqu'un qui a une vue, disons, inférieure, arrive à reconnaître la réfutation de sa vue, il faut une base commune de discussion. Il faut une base, quelque chose qui est reconnu en commun pour pouvoir discuter. Parce que si on parle complètement de choses opposées, on ne va pas arriver à discuter et à s'entendre d'une certaine façon. Donc il faut une base commune. Et la base commune, ici, ce sont les exemples qui sont acceptés à la fois par les uns et par les autres. Donc si je lis, je continue à lire. La strophe numéro 4, les yogis se subdivisent à leur tour et les supérieurs l'emportent sur les inférieurs au moyen d'exemples admis par les deux. En vue de l'objectif, il n'y a pas à analyser. Donc, ils prennent des exemples admis par les deux. Par exemple, on va parler de rêve ou d'hallucination. En général, tout le monde, même les gens communs, les gens ordinaires, ils acceptent, ils comprennent que s'ils ont une expérience dans un rêve, une expérience est un rêve, ça veut dire que ça n'est pas vrai, en fait. Quelque chose s'est passé, mais il y a un doute sur la véracité de ce qui s'est passé. Comme quand on se réveille, on sait bien que ce qu'on a rêvé n'est pas là. Et donc, on va parler, les choses sont comme un rêve ou comme une hallucination, par exemple, ou comme une illusion, parce que c'est un langage que tout le monde comprend.
Et donc au moyen d'exemples admis par les deux. Et donc, tout comme le rêve et l'illusion sont faux, le rêve et l'illusion sont faux, je vais le lire et puis je vais voir. Oui, en fait, oui, ce que les réalistes arrivent à dire finalement, c'est si les choses n'existent pas véritablement, alors pourquoi s'engager dans la pratique, à quoi ça va servir si les choses, pour eux, si ça n'existe pas véritablement, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. En fait, ça ne peut pas exister. À quoi ça sert de pratiquer les six perfections, et donc, est-ce que ces pratiques telles que la générosité ne sont-elles pas complètement inutiles, Et donc, ici, il est dit, en vue de l'objectif, il n'y a pas à analyser. C'est-à-dire que pour atteindre l'éveil, il ne faut pas analyser les choses. Donc l'explication, un petit peu. Les Prasangika disent, vous dites que les Prasangika, donc, ils vont dire en fait, les choses n'existent pas de leur propre côté, mais les choses sont interdépendantes. Les phénomènes existent dans l'interdépendance. Ils n'existent pas de leur propre côté, mais ils existent dans l'interdépendance. Le rêve, l'illusion sont faux, mais l'illusion existe cependant en dépendance d'un tour de magie. Donc l'illusion s'élève grâce aux causes et aux conditions. Donc même si l'illusion est fausse, et donc ici, ça n'a pas été expliqué, mais l'exemple qui est donné, c'est un exemple un peu compliqué. Moi, je trouve que peut-être l'exemple, quelquefois, est plus difficile à comprendre que ce qu'il veut illustrer, parce que c'est l'exemple du magicien dans l'Inde ancienne, apparemment, qui, en utilisant un mantra sur un morceau de bois et sur un caillou, et aussi en utilisant un onguent pour les yeux des spectateurs, fait naître un spectacle de chevaux et d'éléphants. C'est ça l'exemple. Donc nous, ça ne nous parle pas trop. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est un peu difficile à imaginer. Mais c'est ça l'exemple quelque part, qui montre en fait, il y a une illusion qui s'élève, l'illusion s'élève, donc on peut prendre un tour de magie, il y a une illusion, et même si c'est faux, ça existe en fonction de certaines causes et de conditions. Mais c'est un phénomène faux. Et donc les Prasangika disent, c'est pareil pour les autres phénomènes, ils sont faux quant à l'impression qu'ils donnent d'exister sans dépendre de causes et de conditions. Donc les phénomènes, ils sont faux parce qu'ils apparaissent comme s'ils existaient véritablement de leur propre côté, indépendamment de causes et de conditions. Ils donnent cette impression quand on les voit, quand ils apparaissent. C'est pour ça qu'ils sont faux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne fonctionnent pas. Donc ils fonctionnent tout en étant faux. Donc tous ces phénomènes sont interdépendants. Donc comme ils sont interdépendants, ils n'existent pas, ils dépendent, ils existent en dépendance de nombreuses causes et de conditions, donc ils n'existent pas de leur propre côté. Si on les analyse, on va trouver qu'ils sont comme une illusion. On va trouver qu'ils n'existent pas de leur propre côté. Mais si on n'analyse pas, ils apparaissent comme une illusion. Et de cette façon, grâce à la générosité, en comprenant l'absence d'existence en soi, au niveau relatif, ils sont comme des illusions, ils existent dans la relativité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Si les choses existent dans la relativité conventionnellement quand on n'analyse pas. Les choses existent dans la convention telles qu'ils sont réputés dans le monde. Parce que dans le monde, on appelle par exemple une table, on désigne les choses, et quand on n'analyse pas, ces choses, on les trouve, elles existent.
Mais quand on les analyse, par exemple, les Prasangika disent les choses n'existent pas, les phénomènes n'existent pas véritablement parce qu'on ne les trouve pas, justement. Mais quand on dit ça, on mène une analyse ultime, c'est-à-dire qu'on va au fond des choses pour trouver qu'est-ce que c'est ce phénomène exactement, qui est la table qui existe de son propre côté. Donc, si on mène une analyse ultime, on ne va pas trouver. Mais si on n'analyse pas, on trouve les choses. Si on n'analyse pas, les phénomènes apparaissent comme une illusion. Pourquoi une illusion? Ils apparaissent comme une illusion parce qu'ils donnent l'impression d'être vrais. Ils apparaissent comme s'ils existaient véritablement, alors qu'ils n'existent pas de cette façon-là. Donc, faux comme une illusion ou comme un rêve. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des illusions, ce ne sont pas des rêves, mais comme des rêves. Dans le rêve, il y a justement l'impression, quand je rêve, je crois que tout ça c'est vrai. Complètement vrai. Et quand je me réveille, en fait, je me rends compte que c'est pas vrai. Donc c'est pareil, les choses, elles apparaissent comme étant complètement vraies. Mais dans la réalité, si on cherche, on va pas trouver. Justement, on va tomber sur quoi si on cherche? Ça veut dire si on mène une analyse ultime, on va trouver sur la vacuité, l'absence d'existence intrinsèque, qui a l'air comme dans un rêve vrai, comme ça. Donc, les choses, par exemple, en comprenant l'absence d'existence en soi, au niveau relatif, les choses existent comme des illusions. Et donc, en pratiquant la générosité au niveau conventionnel, donc on va pratiquer les 6 perfections au niveau conventionnel, et donc même si c'est faux dans la mesure où ça a l'air d'exister véritablement, mais ça n'existe pas véritablement, les causes et les résultats fonctionnent. C'est-à-dire qu'on va créer des actions qui vont donner un résultat et qui vont mener à l'éveil. C'est pour ça qu'il est dit, en vue de l'objectif, il n'y a pas à analyser. Ça veut dire que pour atteindre l'éveil, on peut pratiquer les 6 perfections et on n'a pas besoin d'analyser. C'est-à-dire, dans le relatif, les choses fonctionnent sans être analysées, parce que conventionnellement, elles existent si on ne les analyse pas. Donc si vous pratiquez les 6 perfections, en adhérant à l'existence en soi, de son propre côté, vous n'atteindrez pas l'éveil. Dans la vacuité, tout est comme une illusion. Ouais. Et donc là, Geshe-la a parlé aussi de l'équilibre méditatif et de l'obtention subséquente. On a parlé un peu de ça aussi pendant la méditation. L'équilibre méditatif, c'est quand le yogi est en méditation sur la vacuité. Et donc, ça s'appelle le yoga semblable à l'espace. C'est-à-dire que tout ce qui apparaît à l'esprit, c'est la vacuité. C'est-à-dire l'absence d'existence intrinsèque en équilibre méditatif. En absorption méditative, sur la vacuité, tout ce qui apparaît, c'est le manque d'existence intrinsèque ou véritable des phénomènes. Et donc, tout ce qui apparaît, c'est la vacuité qui est semblable à l'espace. Et en période post-méditative, c'est-à-dire lorsque le yogi se lève, sort de l'absorption méditative et entre dans la période entre-session, donc ce on appelle aussi ça littéralement et techniquement obtention subséquente, c'est-à-dire ce qui suit la méditation proprement dite. Et là, donc, les phénomènes apparaissent de nouveau. Parce que lorsqu'on a l'absorption dans la vacuité, seule la vacuité apparaît, les phénomènes conventionnels n'apparaissent pas. Seule la vacuité apparaît. C'est ça la définition qu'on a donnée
la définition de la vérité ultime, hein, c'est ce qui apparaît à la conscience qui le réalise directement, sans apparence dualiste, hein, lorsque les apparences dualistes s'évanouissent. Hein. Et donc, pas d'apparence dualiste, hein, comme de l'eau versée dans de l'eau, la vacuité seule apparaît, et donc il n'y a pas de différence entre sujet et objet, il n'y a pas d'apparence de phénomène conventionnel, hein, il n'y a pas d'apparence d'existence véritable. Hein. Et lorsque la personne sort de cette absorption méditative, donc en période de post-méditation, de période subséquente, hein, les phénomènes conventionnels apparaissent de nouveau. Hein. Et ces phénomènes conventionnels apparaissent de nouveau, parce que la personne n'est plus en absorption sur la vacuité, donc les phénomènes apparaissent de nouveau. Est-ce que ces phénomènes, ils apparaissent comme existant véritablement ou pas ? Ma question, c'est oui, comme une illusion. D'accord. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que les phénomènes existent comme ayant une comment ils apparaissent? Est-ce qu'ils apparaissent, ces phénomènes conventionnels, comme ayant une existence véritable ou non? Non, alors, ma question, c'est est-ce que c'est oui ou non la réponse, hein? Est-ce que les phénomènes conventionnels, alors, est-ce que les phénomènes, donc un yogi qui est en absorption méditative sur la vacuité sort de cette absorption méditative, est-ce que les phénomènes conventionnels apparaissent? Oui. Bon, d'accord. Est-ce qu'ils apparaissent comme existant véritablement ou pas? Oui. Non. Oui. Oui. Qui c'est qui dit oui? Moi. Mais ça reste une illusion. Ouais. Oui, ils apparaissent. Les phénomènes conventionnels, ils apparaissent toujours, hein, toujours dans la dualité. Parce que ce qui est phénomène conventionnel, c'est ce qui apparaît, c'est ce qui est trouvé par une conscience, analyse, une conscience qui réalise les phénomènes conventionnels dans la dualité. Donc les phénomènes conventionnels, ils apparaissent toujours dans la dualité, ils apparaissent toujours comme l'apparence. Hein. Ils apparaissent, tout ce qui nous apparaît, hein, tout ce qui nous apparaît nous apparaît comme ayant une existence véritable. Hein. La différence, hein, ça ne veut pas dire quoi? Vas-y. Non, vas-y. Attends, prends le micro, s'il te plaît. Ouais. Ça semble un fait, mais le fait d'apparaître n'implique pas que la personne ne soit pas ne perçoivent pas que ceci n'est qu'une illusion tout de même. Donc exactement, ça apparaît, les phénomènes, la question c'est est-ce que les phénomènes apparaissent avec une existence comme existant véritablement? Oui, mais la personne donc qui a réalisé la vacuité, qui a médité sur la vacuité, elle comprend que c'est faux, elle comprend que les phénomènes n'existent pas de cette façon-là. Donc c'est là qu'on parle du yoga semblable à l'illusion. Hein? Oui, vas-y. Ouais. Alors, si j'ai bien compris, le yoga qui réalise la vacuité, donc en fait, il réalise quoi? Il réalise que tous les phénomènes, tout au moins conventionnels, sont illusions, mais quand il réalise la vacuité, il réalise l'espace. Donc, il n'y a plus de sujet et d'objet. Il est donc dans quoi? Il réalise quoi? La création? Qui c'est qui peut répondre à ça? La vérité ultime? Donc, qu'est-ce qu'il réalise? Voilà. Donc, c'est ça. La personne qui médite sur la vacuité c'est quoi? C'est une absence d'existence véritable. On dit que la vacuité, c'est un phénomène négatif. Hein? C'est-à-dire que l'on réalise en niant quelque chose. C'est un phénomène négatif non affirmatif.
Hein. Oui, mais là, Donc, c'est un phénomène négatif, non affirmatif. Quoi de réaliser ça? Eh bien, ça veut dire ça, tu réalises. Bon, pour réaliser la vacuité, d'abord, il faut comprendre quoi? Qu'est-ce que c'est l'existence véritable? L'existence véritable, est-ce que ça existe? Non. Hein? Ça n'existe pas, mais nous, on croit que ça existe. Hein? C'est-à-dire, on conçoit quelque chose comme existant véritablement. Donc, il faut d'abord réaliser la mesure de qu'est-ce que c'est cette existence véritable qui nous apparaît, que nous, on saisit, à laquelle on croit. Hein? D'abord, il faut comprendre ça. Après, il faut, c'est ça qu'on dit, l'objet conçu, hein, par la conception d'existence véritable. Cet objet que l'on imagine quelque part, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais dans notre esprit, on le crée. Il faut réaliser que ça n'existe pas. Et quand tu as quelque chose et que tu l'enlèves, tu as une négatif. C'est comme l'éléphant dans cette pièce, tu vois, tu imagines un éléphant et puis il n'est pas là. C'est comme quand, par exemple, tu es persuadé que dans ton sac, tu as ton portefeuille, par exemple. Tu es persuadé que tu as tes lunettes ou ton portefeuille dans ton sac, hein, ou ta carte de crédit, tu vois. Et puis tout d'un coup, elle n'est pas là. Qu'est-ce que ça te fait? Oh, hein? Hein? Non? Il y a un vide. Tu réalises une absence, tu vois. Et le but de tout cela, ça c'est vrai, à quoi ça sert? Ça sert, si tu veux, ça sert que l'appréhension ou la conception d'existence véritable, c'est la racine de l'existence cyclique. Voilà, ça sert à ça. C'est la racine de l'existence cyclique. Donc, si on veut se libérer, par exemple, si on veut se libérer des perturbations aussi, bon, Geshe a parlé hier, les perturbations, les émotions perturbatrices, on peut les diminuer. Et on a intérêt à les diminuer si on veut avancer. Hein. Mais on va les diminuer, mais c'est pas pour ça qu'on va vraiment les trancher. Pour les trancher, si on ne réalise pas la vacuité, on aura toujours les graines. Et donc, pour éradiquer les graines des émotions perturbatrices, il faut absolument réaliser la vacuité. Donc voilà. Donc la vacuité, c'est ça. C'est un phénomène négatif, non affirmatif. Ça veut dire qu'il peut y avoir des phénomènes négatifs qui affirment quelque chose indirectement. Par exemple, l'exemple qui est dans les textes, bon, j'ai pas beaucoup d'imagination, mais dans les textes, normalement, c'est le gros Devadatta ne mange pas pendant la journée. Voilà. Donc, c'est une négation. Il ne mange pas pendant la journée. Mais qu'est-ce qu'on comprend? Il mange pendant la nuit parce qu'il est gros. Hein? Donc ça, c'est un négatif affirmatif. Tandis que un négatif non affirmatif, c'est donc quelque chose qu'on réalise en niant quelque chose, mais on ne comprend rien de positif par la même occasion. Hein? Donc, par exemple, si je dis il n'y a pas d'éléphant dans cette pièce, c'est un négatif non affirmatif. Donc, ben non, si je dis il y a un éléphant à l'Institut mais il n'est pas dans cette pièce, on comprend qu'il est ailleurs. Bon. Donc la vacuité, c'est un phénomène négatif. Donc quand on réalise la vacuité, on réalise l'absence, c'est pas rien. Hein? Si vous méditez sur rien et si vous méditez sur la vacuité, c'est assez différent. Hein? Hein, vous comprenez? Parce que la vacuité, vous avez réalisé déjà qu'est-ce que c'est cette existence véritable que l'on voit partout, hein, et qui est en nos esprits, l'esprit de réfutation. Hein, c'est dans les textes aussi. Ça marque. J'entends toujours mon maître dire. C'est des choses qu'on trouve dans les textes. L'existence véritable, c'est pas quelque chose qui est loin, qui a des cornes, qui est bizarre, qu'on n'a jamais vu. C'est pas un alien, comment on dit en français? C'est pas un extraterrestre. C'est quelque chose qui est avec nous tout le temps, dans nos perceptions, etc. C'est ça qu'il faut réaliser. Hein.
Et donc, quand on réalise que ça n'existe pas, donc on a un négatif, et c'est ça. Donc, c'est la méditation, le yoga semblable à l'espace, en équilibre méditatif, l'absorption méditative sur la vacuité. Donc, à ce niveau-là, rien que la vacuité apparaît. Hein. Et quand le yogi sort de cette absorption méditative, les phénomènes apparaissent. Les phénomènes apparaissent comme des illusions. Hein. Ce que ça veut dire, c'est que les phénomènes apparaissent comme existant véritablement, hein, parce que tout apparaît comme existant véritablement, mais le yogi sait que c'est pas vrai, hein, sait que c'est un tour de magie. Il sait que ce qu'il voit est faux, donc il voit que c'est une illusion. Hein. C'est comme si vous voyez un mirage, hein, par exemple, et que vous voyez de l'eau, mais vous savez qu'il n'y a pas d'eau, donc vous ne vous laissez pas prendre. Hein. Vous savez que c'est un mirage, que c'est par les causes et les conditions, ça apparaît, mais ça n'existe pas de la façon dont ça apparaît. C'est comme de l'eau là-bas, il n'y a pas d'eau. Hein. Donc de la même façon. Pour ça on dit comme des illusions. Et donc, comme, quand on réalise comme... prends le micro s'il te plaît. Quand on réalise comme une illusion, déjà ça veut dire qu'on a réalisé la vacuité. Prends le micro, s'il vous plaît. Tu veux dire? C'est pas important. Je me demandais, quand le yogi est en méditation, comment lui apparaît cette vacuité? Est-ce qu'elle lui apparaît en tant qu'une apparence ou elle lui apparaît réellement? En tant qu'apparence ou réellement? Qu'est-ce que tu veux comme dire? Un rêve. Alors, peut-être que ce que tu veux dire, hein, je ne sais pas, mais je reformule ta question. Comme une image mentale. Ça dépend. Ici, on parle d'une réalisation directe de la vacuité. Hein, parce que c'est la vacuité qui apparaît elle-même. Oui, comme une expérience. Ouais. Si c'est une image mentale, c'est une réalisation inférentielle de la vacuité. C'est pas une réalisation. Ce qui apparaît, c'est une image mentale, donc c'est un phénomène conventionnel qui apparaît. C'est pas pareil qu'une réalisation directe. Est-ce que ce serait comme faire un avec tout? Faire un. Faire un avec tout, je sais pas, mais oui, tu peux dire ça peut faire un puisque c'est dans la non-dualité, tu vois. Donc il n'y a pas de séparation entre l'objet et le sujet. Après, faire un avec tout, je sais pas. Est-ce que... Donc, je rigole parce que, excuse-moi, je me rappelle d'une blague alors, c'est pour ça que je rigole. Faire un avec tout, je vais vous la raconter. Vas-y. Non, c'était juste pour une pensée comme ça. Si on habituait son esprit à continuellement penser que tout est ou irréel, ou irréel, est-ce que ça peut... ou irréel, c'est pas pareil. Non, irréel, oui, bien sûr. Est-ce que ça peut nous amener tranquillement vers cette vacuité? Oui, c'est vrai que si tu veux s'habituer à... Après, ça dépend comment tu le fais, tu vois. Sans rentrer dans le nihilisme, bien sûr. Mais Non, par exemple, c'est vrai qu'on peut penser à la vacuité. Le ressenti de la dualité, je suppose, s'atténue au fur et à mesure qu'on comprend que ce qui nous apparaît extérieur comme existant, n'existant pas réellement comme il nous apparaît, petit à petit, on prend conscience qu'il n'y a plus nécessité d'une dualité, d'une bagarre, quoi, quelque part. Oui, après, bon, ça dépend si on est en méditation ou pas, etc. Parce que dès que tu es dans la convention, les phénomènes conventionnels apparaissent. Après, toi, tu peux t'entraîner à reconnaître l'objet, par exemple, de négation, tu vois, à dire que toutes ces choses qui apparaissent réellement, ça, c'est ce qui n'existe pas, par exemple. Tu vois, tu peux t'exercer comme ça.
Ou tu peux, si tu as compris un peu la vacuité, penser ça n'existe pas comme ça, tu vois. Ça, c'est bien de s'habituer à ça. Donc, je vais continuer. Ouais, j'ai une blague. Mais peut-être à la fin, si j'ai le temps. Alors, je continue un peu parce que c'est intéressant quand même. Alors, les 6 perfections avec la bodhicitta et la conscience de la vacuité. Donc, pour les Citta-Matras, tous les phénomènes efficients impermanents ont la capacité de remplir leurs fonctions. Et alors, pour eux, ça, on en est où là maintenant? J'ai perdu mon fil. On va arriver à la strophe 5. Donc, la strophe 5, l'être ordinaire pense que les phénomènes qu'il perçoit sont la vérité même et qui n'ont rien d'illusoire. De là naît le dissentiment des yogis et des êtres ordinaires. Donc, les Citta-Matras pensent que tous les phénomènes efficients et permanents ont la capacité de remplir leurs fonctions. Et donc, pour eux, en fait, c'est exister de leur propre côté. Ils existent de leur propre côté parce qu'ils remplissent leurs fonctions. Et ils disent que cela est établi par une perception directe. Et les Prasangikas disent, nous aussi, nous acceptons ces choses-là. Mais pour vous, elles existent véritablement et non comme illusoires. Donc, pour les Citta-Matras, la fonction vient du phénomène lui-même. En fait, je vais vous lire un peu, ici c'est intéressant je pense dans ce livre, par rapport en fait, la strophe 6, bien que les formes et autres soient perçues directement, elles sont établies par l'usage et non par des perceptions avérées. Parce que pour les réalistes, c'est-à-dire qui disent que tous les phénomènes existent véritablement, réellement, véritablement, ils disent, vous voyez, on les perçoit directement et elles sont établies par des perceptions avérées. Comment pouvez-vous nier que ces choses existent véritablement? On les voit directement. Ce sont des perceptions valides, avérées. On voit qu'elles existent. C'est quelque chose, une expérience directe que l'on fait. Et donc pour les Citta-Matras, ces phénomènes remplissent leurs fonctions et ça c'est exister véritablement de leur propre côté. Pour pouvoir remplir leurs fonctions, pour pouvoir fonctionner, il faut qu'ils existent de leur propre côté. Et donc on parle de perception valide ou avérée. Vous vous souvenez, dans l'Ori qu'on a étudié ça. Donc, ces entités, ces phénomènes sont vérifiables. Une perception ou une perception avérée, c'est une connaissance infaillible. Si vous vous souvenez bien, perception avérée, il y avait 2 types, inférentielle et directe. Ça veut dire une perception qui réalise vraiment son objet et qui est infaillible par rapport à ça. Donc c'est pas une perception, par exemple, c'est pas une conscience de doute, ou c'est pas une conscience une supposition, mais c'est quelque chose qu'on a vraiment la preuve que ça existe. Donc cette perception même, par exemple, ce qu'on appréhende directement par nos sens. Ou une perception mentale directe. Donc ça, c'est avéré. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas déceptif. Et donc quand les réalistes, les Citta-Matras et les autres parlent d'existence réelle, c'est de ça qu'ils parlent. Ils pensent que les phénomènes existent, ils apparaissent comme ils existent. Et donc ils pensent qu'une perception avérée, puisqu'elle est avérée, elle réalise vraiment son objet, elle doit aussi, quelque part, valider l'apparence d'existence réelle. Pour eux, pour les réalistes, les phénomènes apparaissent comme ils existent, comme ils apparaissent. Et donc, comme ils apparaissent avec une existence véritable,
et qu'ils sont appréhendés par une perception valide, pour eux, ça valide l'apparence véritable est aussi validée. Hein, et ils pensent qu'ils existent vraiment comme ça. Et donc, ils pensent que cette perception avérée n'est pas erronée par rapport à cette apparence. Ils pensent que cette perception avérée, elle valide, elle vérifie aussi l'apparence de l'objet. Alors que pour les prasangika, une perception peut être avérée et comprendre l'objet, mais elle est fausse par rapport à ce qui lui apparaît. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Donc, dans le contexte des Madhyamika, une perception... pour les prasangika, en fait, pour les prasangika, une cognition, une perception infaillible, il y a des perceptions infaillibles qui réalisent vraiment leur objet. Mais tout cela, toujours dans le contexte de l'absence d'existence intrinsèque, véritable. Donc cette perception infaillible, elle se trompe par rapport à l'apparence du phénomène. Donc, les prasangika ont cette vue. Ils n'acceptent pas que la perception, elle est validante, elle valide l'apparence d'existence véritable. Mais cependant, une telle perception donc, qui se trompe par rapport à ce qui lui apparaît, elle peut quand même vérifier son objet au niveau conventionnel. Et donc les phénomènes existent par le pouvoir du consensus et pas par leur propre réalité intrinsèque qui leur appartiendrait en propre. Ils existent conventionnellement par un consensus, parce qu'on se met d'accord conventionnellement. Donc c'est donc les strophes 5 et 6, l'être ordinaire pense que les phénomènes qu'il perçoit sont la vérité même et qui n'ont rien d'illusoire. De là naît le dissentiment des yogis et des êtres ordinaires. Bien que les formes et autres soient perçues directement, elles sont établies par l'usage et non par des perceptions avérées. Pour les prasangika, elles n'existent que comme des conventions, parce que c'est l'usage qu'on en fait, et on se rapporte à l'usage pour dire conventionnellement qu'elles existent. Donc elles sont avérées à ce niveau-là. Au niveau conventionnel, on est tous d'accord. Par exemple, pour appeler ça une table, pour appeler ça un livre, etc. Et donc elles sont établies par l'usage et non par des perceptions avérées, tout comme ce qui est impur est considéré comme pur, bien qu'il soit trompeur. Le degré de réalité. Tu prends le micro, s'il te plaît. Il y a certains scientifiques qui pensent qu'il y a des degrés de réalité. Comme nous, on est sur un plan de réalité où on a un temps linéaire. On pense qu'il y a un début, une fin. Mais dans d'autres réalités, si on n'avait pas cette notion de temps linéaire, c'est une question. Ça, c'est sûr que ça peut... Je ne sais pas, moi, niveau de réalité. Mais c'est sûr que, bon, le temps, par exemple, enfin, j'en sais rien. Je ne suis pas trop portée sur la science. Mais le temps, c'est quelque chose de... C'est une convention. Donc, on existe dans le temps à un certain niveau. À un autre niveau, le temps n'existe pas, par exemple. Mais je ne sais pas si je réponds à ta question. Si tu prends le micro, s'il te plaît, Myriam. J'avais compris aussi, pour faire la différence avec cette conception avérée qui paraissait, pour les prasangika, avérée par rapport aux conventions, c'est-à-dire à l'usage, ce qui le différenciait par rapport aux écoles inférieures, notamment aussi au Citamatra, c'était que eux considéraient qu'elles étaient avérées parce qu'elles n'étaient pas contredites par une caractéristique inhérente à l'objet, en fait. Et que la différence... Qui ça? Les Citamatra. Et que la différence se trouvait là, c'est-à-dire que pour les Citamatra,
c'est pour ça qu'on justifiait qu'il y avait quelque chose du côté de l'objet, parce que on vérifiait que la conception avérée était valide par le fait qu'elle n'était pas contredite par une des caractéristiques de l'objet, alors qu'en fait, pour les Madhyamika, on n'a plus besoin donc de chercher quelque chose du côté de l'objet, parce qu'en fait, on se réfère à l'usage. Enfin, voilà ce que j'avais compris. Oui. Je sais pas. Mais bon, il y a quelque chose qui sonne vrai dans ce que tu dis, mais je ne sais pas te dire exactement. Et donc, ensuite, il est dit, si si les perceptions avérées, sensorielles et mentales, étaient avérées par l'ultime, à ce moment-là, à quoi serviraient les chemins supérieurs, hein? Si les perceptions avérées des autres ordinaires réalisaient l'ultime, hein, c'est-à-dire la vacuité, la façon dont les choses apparaissent, à quoi servirait le chemin de la vision? Si on voit directement la réalité des choses avec nos consciences directes, hein, donc la nature des choses, l'incité des choses, la nature ultime des choses, si elles apparaissaient comme ça à l'œil, hein, pourquoi chercher la vacuité alors, hein? Et donc ainsi les Prasangika réfutent les Citta-Matras. Les phénomènes appréhendés directement comme dans l'usage, et donc c'est ça, la perception avérée appréhende, hein, les phénomènes tels qu'ils sont appréhendés directement comme dans l'usage, mais pas par rapport à une conscience ultime, ou pas par rapport à leur nature ultime. Et ensuite, donc, vient à la page 113 du commentaire, il y a une citation, hein, donc, si on prend la page 113, donc, bien que les formes et autres soient perçues directement, elles sont établies par l'usage et non par des perceptions avérées. 114, 113. Donc, l'incité de la forme et autres ne sont pas établies par les cognitions valides. Elles ne sont pas valides sur ce plan-là. Car si c'était le cas, mais même les êtres ordinaires verraient l'incité, il ne serait pas nécessaire d'engendrer les chemins spirituels. Le Sutra du roi de concentration déclare l'œil, l'oreille et même le nez ne sont pas des cognitions valides. Il réfute qu'elles soient considérées comme des cognitions valides vis-à-vis de l'incité. Si la forme et autres n'étaient pas établies de par leurs propres caractéristiques, comment pourraient-elles être reconnues par l'usage? Et même s'ils étaient reconnus par l'usage, comment pourraient-ils être mensongers? Donc ça, c'est les Citta-Matras. Et donc, tout comme ce qui est, alors ici c'est tout comme ce qui est impur est considéré comme pur, bien qu'il soit trompeur. Donc là, l'exemple, ce qui est dit un peu, c'est comment reconnaître ça par l'usage, si ça n'existe pas par leurs propres caractéristiques. Hein, donc, si rien en soi ne peut exister, comment alors est-il possible de les reconnaître par l'usage commun, hein? Et donc, la référence ici, c'est tout comme on regarde, hein, ce qui est impur comme étant pur. Hein. Donc, les phénomènes tels que les formes sont trompeurs. Parce que leur mode d'apparence et leur mode d'existence ne s'accordent pas. Donc il y a une différence, hein, entre les deux. C'est pour ça qu'ils sont trompeurs. Les gens regardent l'impur comme étant pur.
Pourquoi? Parce que les choses apparaissent différemment de ce qu'elles sont. Et donc il en est de même pour l'absence d'existence véritable. Ils apparaissent comme étant véritables, mais ils ne le sont pas. Donc peut-être on va rester là pour aujourd'hui. Je vous dis la blague. Alors ce qui m'a fait penser à la blague, c'est quelqu'un a dit faire un avec tout. Est-ce qu'on fait un avec tout? Et c'était une blague, c'était un journaliste australien à la télé. Les gens aiment bien inviter sa sainteté. Quand sa sainteté visite un pays, ils invitent sa sainteté à la télévision. Et alors il invite pour tel et tel show, etc., pour telle et telle émission. Et puis je sais pas qu'est-ce que c'était cette émission. C'était le gars, il parlait de pizza. Et il a voulu faire une blague avec sa sainteté, pour faire rire sa sainteté, et il a dit make me one with all. Fais-moi une avec tout. Hein? Faites-moi une avec tout. Ou fais-moi. Et donc c'était la référence avec faire un avec tout. Il croyait que c'était très spirituel de faire un avec tout. Et donc il a dit faites-moi une pizza avec tout. Et il s'attendait à ce que sa sainteté rit, mais sa sainteté, ça a été un flop complet, parce que sa sainteté n'a pas du tout ri. Il croyait que c'était très spirituel de dire ça, de dire de faire un avec tout. Fais-moi une pizza avec tout. Et il a voulu jouer là-dessus. Et alors on le voyait, parce que sa sainteté était super sérieux, en fait, avec son air un peu... et le gars qui était mais ça n'a pas marché. Ça c'était lui de se demander qu'est-ce qui lui est arrivé, et puis qu'il y a une crise de nerfs parce qu'il n'avait pas réussi sa blague. C'est tout. Voilà. Faites-moi un avec tout. Parce qu'aussi en anglais il n'y a pas le masculin féminin, donc. Voilà, c'était la blague. Merci, c'est 4 heures. Merci.